Michel-Édouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc, nous reçoit aujourd'hui à Paris pour évoquer notamment le pouvoir d'achat, les négociations entre les industriels et les distributeurs et les habitudes de consommation des Français. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre beau bureau. La première question qu'on voulait vous poser, c'est le pouvoir d'achat. C'est la préoccupation première des Français en ce moment. Est-ce que vous pouvez leur dire comment leur chariot va évoluer de course? Est-ce qu'il va baisser en 2024? Alors, l'inflation va diminuer considérablement en 2024. D'abord parce qu'on va s'y employer. On va renégocier toutes les mauvaises conditions d'achat de 2022-2023 dans un rapport de force, certes garanti par la loi. Enfin, on va aller redemander des comptes à des industriels qui n'ont pas été transparents. Et puis, je pense qu'en plus de ça, on va obtenir des vrais segments de baisse de prix sur les marchés internationaux, par exemple pour le jouet de l'année prochaine, pour le bricolage, pour le textile, les blancs, tout ce qui est produit dans le Grand Asie, par exemple, parce que le prix des conteneurs, de location des conteneurs a énormément diminué, le prix des transports a diminué, et le prix de l'énergie dans ces pays-là a diminué. Donc 2024, bien moindre inflation, peut-être 2,5-3% maximum, par rapport à une inflation de 7-8% en 2023. Il faudra simplement, dans ce juste retour pour les consommateurs français, protéger le revenu agricole de ce contre-coup. Et sur quel type de produit on peut s'attendre aux meilleures baisses et aux pires hausses d'ailleurs? Je suis, bien qu'Apolline de Malherbe m'appelle quelquefois Monsieur Irma, sur BFM, j'ai pas de boule. Hein, je pars de mon métier, de la chronologie des achats. Tout ce que je vous dis qui va baisser, ou en tout cas qui ne va pas augmenter, et qui vient d'Asie, ça s'appuie sur le fait que nous sommes en train d'acheter ces produits-là à des prix moins chers, et ils seront proposés à la vente donc dans les 6 ou 8 mois, moins cher. Les conditions de production sont meilleures en Chine. Il y a une sorte de récession en Chine, donc ils ont besoin de capter des marchés. Et quand je dis la Chine, c'est la zone mère de Chine. En Inde aussi, il y a beaucoup de choses qui se font, depuis le médicament générique jusqu'aux appareils électroniques. Il y a beaucoup de ces objets qui vont arriver en France bien moins chers. Sur les grandes multinationales, qui représentent aussi 65% du chiffre d'affaires et des produits qui sont vendus en supermarché et hypermarché. Là, ce sera le résultat d'une négociation. Les industriels nous demandent aujourd'hui des hausses de prix de 6 à 7%. Ils se sont bien servis l'année dernière avec des hausses de prix de l'ordre de 15 à 20%. Nous leur demandons un rattrapage à l'envers. On leur demande de la déflation. Ça va failliter sportivement, légalement, mais ça va aboutir, je pense, à une hausse moyenne de prix de 2,5, quelque chose comme ça. Je ne peux pas me prévaloir des résultats actuels, on est en pleine négociation. Ce qui va continuer à augmenter, par contre, mais plus modérément, ce sont les marchés purement alimentaires, avec très peu de valeur ajoutée, très peu de transformation, parce que ça, c'est la loi qui protège les revenus agricoles français, ça s'appelle la loi Egalim, et donc, même si le cours du haricot vert, du petit pois, le cours des fleurs, le cours de la viande venait à diminuer, le revenu est protégé parce que leur coût de production ne peut, eux, que croître, quoi. Donc en gros, l'alimentaire, on aura 3-4%, avec des vraies baisses quand même sur les céréales, les produits à base de céréales, de petit déjeuner, les pâtes, tout ça. On aura, quand ça monte, une inflation 2,5, 2,8%. Et tout ce qui est international, je pense, rentrera dans cette enveloppe. C'est pas mal. 2024 sera meilleur sur le pouvoir d'achat. Ce que vous dites, en fait, c'est que les négociations menées par les distributeurs, par vous et vos concurrents, elles ont permis de maintenir l'inflation à un niveau moins important,
pour les consommateurs. Est-ce que, sans trahir de secret, vous pouvez nous raconter comment ça se passe en ce moment, ces négociations? Est-ce que vous avez bon espoir d'arriver à ce que vous venez de nous décrire? Alors, jusqu'ici, en France, on ne négocie qu'une fois par an. Et c'est très difficile de négocier des baisses de prix. Parce que, je ne vais pas vous le faire là, mais toute l'écriture juridique des contrats, c'est fait pour être inflationniste. Les lois françaises, Egalim 1, Egalim 2, Descrozaille, 3 en 3 ans, ont été faites dans des périodes de déflation, pour sortir les agriculteurs d'une période insistante de baisse des prix. Tout le monde a signé des grands accords internationaux au niveau mondial, c'est les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les petites entreprises françaises ont souffert, donc les politiques leur ont promis des garanties de revenus, voire des garanties de hausse de revenus. C'est dans ce contexte-là, pour aider les petites entreprises, que les gros arrivent et se planquent et utilisent les mêmes argumentaires pour venir taper les consommateurs. Ça n'avait pas de sens d'augmenter les pâtes de 40% parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Ça n'avait pas de sens d'augmenter l'huile de tournesol de 38%, même si on n'avait pas assez en Ukraine. Ah non, c'est pas sérieux. Donc il y a des gens qui ont spéculé, il y a des gens qui n'ont pas été transparents, il y a des entreprises surtout qui n'ont pas joué le jeu. Donc ces nouvelles négociations aujourd'hui, nous allons les mener à l'international, en Europe, mais aussi en France. On protège les petits, mais on rappelle aux grandes multinationales, tout ce qu'ils ont engrangé et qu'ils ont distribué sous forme de dividendes à leurs actionnaires. On leur dit, OK, vous avez des hausses de coûts, mais vous avez déjà fait passer beaucoup de hausses. Alors au moins, on va les étaler sur 2 ans, 3 ans, et on ne va pas refaire un mur d'inflation comme vous avez fait l'année dernière. Et en même temps, on dit qu'on ne fait pas de discount avec des bons sentiments, on est obligé de compresser en amont. Au final, qui paye? Est-ce que ce sont seulement les gros industriels, comme vous le dites? Ce que je reproche aux gros industriels, ce n'est pas d'avoir fait de l'argent. Je ne suis pas anti-industrialiste. Ce que je leur reproche, c'est un peu comme pour le Covid, d'avoir fait un déni d'inflation. Ils n'ont pas vu venir, alors que moi j'étais sur les plateaux de télé, je leur donnais des chiffres, l'inflation aux États-Unis qui flambait. Mais dans la rue, les chauffeurs de taxi qui disaient le prix de l'essence, on abordait les 2 € dans l'après-Covid pour le gasoil. Donc il y avait des signes tangibles et tous les industriels, les organismes patronaux, agricoles, industriels auraient dû commencer à renégocier leur approvisionnement amont de manière qu'à chaque fois on gratte un peu ou en tout cas on lisse un peu les hausses de manière à ce qu'il n'y ait pas une hausse de 21% sur l'alimentaire. Chacun aurait dû faire son boulot. Ils ne l'ont pas fait. Alors quand ça arrive dans le magasin, dans la distribution, c'est trop tard. Moi, j'ai 2 problèmes. Comme tout distributeur, les hausses de prix, on s'en aperçoit, vous en apercevez dans les médias, quand c'est dans le magasin, pas avant, d'accord? Donc dans le magasin, le journaliste de la montagne, le journaliste du Berry du Centre ou le Républicain du Centre, il va dans un magasin et il dit « Oh, les pâtes ont augmenté de 40%. » Mais en fait, on nous l'attribue cette hausse. On finit par l'attribuer à Intermarché, à Système U, à Lidl ou à Monoprix, Franprix. C'est pas bien, c'est pas nous qui étions à l'origine de cette hausse. Donc c'est pour ça que j'ai un peu crié. Je suis un peu passé pour l'agité du marché. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où ces hausses sont très fortes et qu'elles n'ont pas été négociées, pré-négociées par les industriels eux-mêmes, eh bien nous sommes obligés de réduire considérablement nos marges pour préserver le pouvoir d'achat de nos consommateurs, mais tout ne se vend pas, parce qu'à ce prix-là, tout ne se vend pas. Et le risque alors est fort de la récession. Donc vous voyez, ce que je conteste, c'est l'inadéquation des comportements, c'est le fait qu'aussi peut-être des gens se sont accommodés de ces hausses de prix en se disant c'est toujours ça de prix, on verra ce que les Français accepteront. Et puis c'est un politique aussi, une classe politique qui n'a pas arrêté son processus de fabriquer des lois qui était inflationniste, quoi. On en est toujours là. Au 1er avril là, de cette année 2024, on va avoir une interdiction de faire des grosses promos sur les produits d'entretien, les couches, les produits de menstruation, les protections et tout ça. Et tout ça dans la suite d'une loi pour protéger les agriculteurs. Mais c'est du délire. Il n'y a personne qui pose cette question. Pourquoi on continue en pleine inflation à limiter les promotions? Ça n'a pas de sens. Mais on est dans ce pays. Et voilà, du coup,
alors que Leclerc devient le premier distributeur français, on nous fait jouer le rôle de Robin des Bois. Ça ne me déplaît pas, mais je peux vous dire que je ne veux pas laisser nos consommateurs comme ça, cogner, prélever d'autant de points de son pouvoir d'achat. C'est clair. Est-ce que le Robin des Bois, qui fait quand même des résultats, très bons résultats cette année, qui est le premier distributeur français, on l'a vu, et qui explique redistribuer une partie de ses bénéfices au profit des consommateurs, il peut aller encore plus loin en redistribuant un petit peu plus aux petits producteurs. Alors, d'abord, Leclerc est responsable des salariés qu'il a dans ses entreprises. Il y a 700 entreprises familiales sous l'enseigne Leclerc. Ça n'appartient pas à Michel Edouard, hein. C'est même pas une licence, c'est pas une franchise. C'est une association de commerçants indépendants. On est souvent à la deuxième génération de centres Leclerc. Dès qu'il y a une espérance de profit, on le remet dans le prix. C'est ce qui fait que les marges des centres Leclerc en 2023 sont les mêmes qu'en 2021. On a beaucoup de monde dans les centres Leclerc parce qu'on était vraiment les moins chers. Et on est de plus en plus les moins chers. Pas simplement par rapport à Lidl ou Aldi qui ont un assortiment restreint, mais par rapport même sur le multimédia, sur les voyages, sur tout ce qui concerne la culture, le divertissement, on est vraiment moins cher. Et pourquoi ? Parce que dès que ça marche, on remet le profit à la baisse. Donc nous ne sommes pas des financiers, nous ne cherchons pas à faire un taux de profit. Nous savons que ça va marcher quand on aura du volume, quand on aura beaucoup de clients dans le magasin. Depuis le début 2023, on a eu 800 000 clients supplémentaires. C'est énorme, c'est la preuve qu'on est moins cher. Vous voyez ? Donc ça, c'est une première chose. Donc première chose, faire bénéficier le consommateur. Alors vous dites, et les salariés aussi. Les salariés d'abord, ils sont chez nous. Donc nous, de toute façon, les salariés ont 25% du taux de profit de l'entreprise. C'est dans le contrat Leclerc. Tout centre Leclerc qui veut garder le panneau Leclerc au-dessus de son magasin se doit, en fin d'année, au premier profit, d'en redistribuer 25% sous forme d'intéressement, de participation ou de gratification au personnel. C'est contrôlé, c'est autocontrôlé. Mon père était de la mouvance des gaullistes de gauche, la participation, c'était son cheval de bataille. Quant aux industriels, en fait, et notamment aux PME et aux agriculteurs, leurs prix sont protégés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils augmentent, je suis obligé de prendre leur augmentation. Donc, j'ai plus de problème aujourd'hui à me justifier des produits agricoles, pour autant que l'agriculteur est transparent dans la facture qu'il me donne. Et quel nouveau comportement de consommation vous observez dans les magasins et quels arbitrages font les consommateurs ? Alors, moi j'avais très peur en début d'année d'une vraie récession, hein, parce que tout ce qui est cher, ça s'est arrêté, quoi. Le bio, moi j'habite côté de Concarneau, dans ma petite ville à côté, quand vous voyez sur le marché le bio qui est 60% plus cher qu'un produit naturel, local, il y a un truc qui ne va pas, quoi, hein. Donc le bio a décroché. Je poussais volontiers mes copains éleveurs de faire de la viande de race. Là, la viande de race, ils l'ont mis quand même très cher. Et même s'ils ont des coûts de production élevés, c'est cher. Et la jeune génération, poussée par les nutritionnistes, mange moins de viande. Donc là, effet d'offre très cher et moins de demande, voilà, ils ont du prix, mais ça ne se vend pas. Et toutes les grandes marques, ça a été pareil. Toutes les grandes marques que vous voyez dans les hypermarchés sont en baisse de volume, vous voyez. Donc il y a une vraie élasticité entre dès que le prix augmente trop, ça baisse. Donc moi aujourd'hui, je vois les consommateurs se précipiter sur les marques de distributeurs. Toutes les enseignes de distribution ont des marques de distributeurs. Je crois que Auchan c'est Simply ou Carrefour. Nous c'est EcoPlus, Marque Repère. Dans les marques de distributeurs, ils achètent les premiers prix. Et avant, nos concurrents osaient dire que c'est de la merde. Aujourd'hui, nos produits premier prix, ils ont le Nutri-Score, ils ont l'indication d'origine, voire la ferme d'origine, hein, ça s'améliore de mieux en mieux. Et souvent, ils sont dans le processus de décarbonation aussi. Donc ça marche bien. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que les consommateurs retiennent des consommations dont ils n'ont pas vraiment besoin. Ils pratiquent une sobriété pas conceptualisée, mais une sobriété par la nécessité. Et oserais-je dire, pas que les plus pauvres.
Même les gens, les sachants, ceux qui ont une culture économique, ils n'ont pas envie de se faire avoir en achetant de fausses promotions, de fausses soldes ou de produits trop chers. Et donc on a aujourd'hui une consommation qui fait le job, qui tire la croissance française parce qu'il y a de l'inflation. On doit être à 8-9% de hausse de consommation, mais il y a 9% d'inflation. Donc en volume, la consommation stagne. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Alors, ce n'est pas forcément dans nos magasins, mais moi, ça me fait très peur. Ça. Beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes se privent de produits d'hygiène, par exemple. Ils considèrent que c'est plus des produits de parfumerie que des produits de nécessité. Et donc, ils vont moins dans les parfumeries, ils vont moins dans les parapharmacies, ils vont moins chez le dentiste faire de la prévention, ils vont moins chez le médecin au premier bobo, alors que peut-être ce sont des signaux de maladie. Je crois que ça, c'est un signe très fort de perte de pouvoir d'achat. Après, les jeunes passent beaucoup moins le permis de conduire, n'ambitionnent plus, les garçons n'ambitionnent plus de séduire les filles avec des bagnoles, et les filles, c'est plus leur préoccupation non plus de s'acheter une voiture à tout prix. Donc le marché de la voiture, c'est un marché aujourd'hui qui est extrêmement délaissé pour le moment. En plus, on ne sait pas quel est le modèle de revente après, électrique, hybride, pas. Donc vous voyez, ça c'est un comportement qui est très symptomatique. On part moins à l'étranger, on jette moins du pognon à l'étranger, on va plus en location, B&B ou même des mobil-homes, des camps de mobil-homes. Ça marche très fort, le camping, le tourisme à la ferme, le tourisme en province. Ça c'est très, très, très fort. On fait beaucoup la cuisine chez soi, ça coûte moins cher de faire la cuisine chez soi que d'acheter des plats transformés. Voilà, tout ça, ce sont des signes très forts qu'on est atteint par le pouvoir d'achat, quelle que soit sa classe sociale au fond. Vous avez abordé la notion de sobriété du côté du consommateur. Comment on fait quand on s'appelle Michel-Édouard Leclerc pour l'appliquer en tant que distributeur ? Moi, c'est un concept que j'ai d'abord personnellement complètement intégré. J'aime moins le mot sobriété à la française qui renvoie à un ascétisme non jouisseur, punitif. Je préfère le mot anglais sufficiency. On mange et on s'habille avec ce qui nous suffit. Mais on aime ça aussi, il y a des valeurs plaisir dans le sufficiency, alors que dans sobriété, on voit bien qu'on est très vite quaker, quoi. Et sans polémique avec le mot. Oui, alors ça veut dire que c'est une réorientation de la consommation. Ça se traduit par exemple par l'augmentation de la durée de vie des produits. Leclerc a créé un concept d'occasion qui marche bien. Ce sont des concepts à l'extérieur du magasin dans lesquels on achète soit à ce qu'on appelle des brokers qui réachètent à des personnes des pulls, des tondeuses, des choses dont on a moins besoin. Quelquefois on achète un appareil photo pour un mariage et puis après on ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, on a des magasins qui s'appellent l'occasion. Et maintenant même plus que ça, dans chaque rayon on a un corner l'occasion. Donc ça c'est... La durée de recyclage est importante. On est aussi sur la durée de vie des produits pour les contenants. Par exemple, le choix français est très différent du choix allemand. Le choix allemand, c'était la consignation de toutes les canettes de bière, de Coca-Cola, les bouteilles. Donc ça coûte plus cher à l'achat, sauf si les gens ramènent leurs canettes et leurs contenants. En France, on a choisi le tout à la poubelle, mais vous savez bien que le taux de recyclage est très faible. Alors nous, Leclerc, malgré ça, on remet des machines à trier les bouteilles, on remet des machines à consigne, de manière à ce qu'on puisse peut-être fabriquer nos propres produits à marque de distributeur avec du PET ou avec des plastiques recyclés. On est surtout très très engagé dans la décarbonation. Alors là, c'est tout chez nous qui rentre dans la matrice, à la fois les produits de construction des magasins, ce qu'on vend en magasin, ce qu'on fait avec les produits du magasin, tout ça est analysé pour essayer d'obtenir d'ici 2030 une vraie baisse des taux d'émissions de carbone, quoi. Vous aviez proposé il y a quelque temps la baguette à 29 centimes, ça a été très critiqué. Est-ce qu'on peut parler de marketing dans ce cas-là, d'humanisme, ou est-ce qu'il n'y a pas une part de cynisme également ? Alors, moi je laisse les autres juger, je ne me juge pas moi-même.
Ce qui est très rigolo, c'est que ma baguette, elle est toujours à 29 centimes ou 32 centimes. Et ça ne gêne personne. Donc en fait, ce sont plutôt... Et chez Intermarché, j'ai vu récemment une publicité, 4 baguettes pour 80 centimes. Il n'y a pas un média qui l'a montré du doigt. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans des postures moralisatrices. La posture, ça remplace l'action souvent. Et à un moment où le politique, le syndicaliste a du mal à faire des choses, à être cohérent et constant dans l'action, la posture, c'est ce qu'on nous oppose en permanence. Je m'en fous complètement. Moi, j'ai une vraie mission. C'est d'abord, reconnaissez une chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Leclerc, ça fait quand même 70 ans qu'on est moins cher. Et quand mes parents ont créé le premier centre Leclerc, c'était dans leur cuisine, ils n'avaient pas de centrale d'achat, ils n'avaient pas les moyens de vendre moins cher. C'est un acte de volonté d'abord, c'est une mission qu'on se donne, c'est un engagement qu'on a. Et mes parents, certes, ont développé leur entreprise, mais ils ont toujours lié l'exploitation du Panasso Leclerc, qui est devenu une marque collective, à cette obligation d'être au moins 4% moins cher que la moyenne du marché. Voilà, alors ça pose des problèmes aux gens qui sont chers. Les gens qui sont chers, il faut bien qu'ils se justifient. Alors ils disent, Leclerc est moins cher parce qu'il ne paye pas ses salariés, Leclerc est moins cher parce qu'ils vendent de la merde, Leclerc est moins cher parce qu'il ne paye pas ses producteurs. Ouais, ça fait 40 ans, 50 ans que j'entends ça. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et d'ailleurs, les consommateurs qui viennent dans les centres Leclerc, 19 millions de consommateurs, ça fait longtemps qu'ils se sont fait la philosophie de la chose. Mais quand vous dites dans les médias, dans les différentes interviews que vous donnez, par exemple que les pénuries de moutarde ou d'huile, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est du pipeau, vous avez dit c'est du pipeau, dans un contexte où il y a beaucoup de fausses nouvelles, de complotisme, est-ce que c'est pas aussi jeter justement de l'huile sur le feu ? Mais ça, c'était pas du complotisme, c'était une réalité objective. En 3 jours, plus de moutarde dans les magasins. Et vous ne croyez pas aux explications qui ont été données du fait qu'en Amérique du Nord, il y avait plus de graines de moutarde? Mais ce n'était pas le temps des récoltes. Il n'y avait pas de récolte en vue. Par contre, il faut s'intéresser sur l'absence de professionnalisme dans les médias quand même. C'est un vrai sujet. Vous voyez, quand on vous dit 6 mois avant les récoltes en Ukraine qu'il n'y a pas de grain, alors d'abord il y a du grain, ensuite la guerre elle est sur le front Est, ça veut dire que le grain peut s'exporter par le front Ouest, mais en plus les gens qui font ce grain, ces gens qui faisaient cette huile de colza ou cette huile de tournesol, je peux vous dire, ils s'appellent Le Sieur. Vous pouvez aller sur leur compte Twitter. Leur publicité l'année d'avant la guerre en Ukraine, c'était de dire qu'elle était produite en France. Donc il a manqué de l'huile de tournesol française en France. Et on a été obligé de les acheter 38% plus cher, pour en avoir, parce qu'il y en avait quand même. Mais elle a fait un petit tour dans l'Europe avant qu'on arrive. Les graines de moutarde, la moutarde elle n'est pas fabriquée à Dijon. La moutarde de Dijon, c'est une manière de faire la moutarde. D'accord ? On est bien d'accord. Il y a peut-être un peu de moutarde à Dijon, mais ce n'est pas à Dijon que c'est fait. Voilà. Donc, quand tout d'un coup, là, à l'instant T, on vous dit il n'y a plus de moutarde, bon, d'abord, les stocks de moutarde, comme ça, à l'échelle d'un pays, ne s'épuisent pas comme ça. Je ne sais pas qui vraiment spécule sur la moutarde. Mais d'ailleurs, elle est revenue très tranquillement, la moutarde, après, mais beaucoup plus chère. Hein ? Oui, la spéculation, ça existe. C'est pas ça, c'est pas un complot. Je suis d'accord avec vous que le complotisme, c'est quelque chose qui séduit les gens, parce que tout ce qui est mystérieux, hein, ça va en religion depuis l'importance du miracle, ça va en politique aussi, il y a des gens qui marchent sur l'eau, hein, mais non, parce qu'on peut faire avaler n'importe quoi aux personnes, mais il y a quand même une rationalité. La rationalité, par exemple, des quantités de biens mis sur un marché qu'on oppose aux quantités demandées. En l'occurrence, malgré la guerre en Ukraine, et là aujourd'hui la guerre en Ukraine elle dure, vous trouvez des céréales, et les céréales vont baisser. D'accord ? Et pourtant, c'est toujours aussi difficile de sortir des bateaux de céréales d'Odessa. En Égypte, il manque de céréales pour nourrir. À Gaza, ils vont manquer de céréales. Voilà. Non, mais
On raconte... Donc il y a eu un effet d'aubaine. Il y a eu des effets d'aubaine, il y a eu de la spéculation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un spécialiste des marchés des matières premières qui s'appelle le professeur Chalmin. Il édite une revue qui s'appelle Cyclope. Il a pas mal d'étudiants avec lui. Il disait que 50% des opérateurs sur le marché des matières premières ne sont pas des entreprises qui ont besoin de ces matières premières. Ce sont des gens qui ont des liquidités, ce sont des fonds, ils placent, ils revendent. Et c'est vrai sur beaucoup de marchés. La financiarisation de l'économie ne sert pas l'économie réelle. Vous voyez, elle déstabilise l'économie réelle. Vous mettez là-dessus un petit algorithme, un peu d'intelligence artificielle, ces mecs-là, ces filles-là, ils feront leur beurre à la hausse comme à la baisse, et pendant ce temps-là, ils nous retiennent la disponibilité du produit pour pouvoir vendre moins cher. Donc oui, il y a des spéculateurs. Oui, il y a des gens qui méritent qu'on aille au moins négocier durement avec eux. On va parler justement de vos concurrents. Carrefour a mis en place la garantie pouvoir d'achat. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer? Carrefour, il ne m'en voudra pas, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, il est 7 à 8% plus cher que nous. Il a choisi, comme c'est un groupe coté, il a un modèle économique, il a choisi de garder ce niveau de marge. Et à côté, il aurait pu faire des promotions, il offre des garanties pouvoir d'achat. Nous, on préfère, dès qu'on a une marge, le remettre dans le prix. S'il y a un Lidl, un Carrefour, un Aldi qui sur un Action, qui sur un produit ou deux sont moins chers que nous, on interpelle nos collègues de la coopérative pour savoir si c'est juste un cas isolé, une erreur, ou si c'est un meilleur achat par nos concurrents. Si c'est un meilleur achat que nos concurrents, tout de suite, on réagit. Notre boulot, ce n'est pas de mettre du pansement sur le prix, c'est de faire le prix le plus bas. Cette saine concurrence, finalement, dont vous vous servez pour faire baisser vos prix, est-ce que le fait que Casino et Intermarché, Intermarché et Auchan aient annoncé le rachat de 300 grandes surfaces Casino, Ouais. Ça peut porter un coup à cette concurrence, dans le sens où il y a une plus grande concentration au préjudice finalement du client consommateur. Non, là, il n'y a pas assez de concurrence en France. Retenez ça. Beaucoup de gens sont pour l'inflation, sont pour moins de concurrence. Beaucoup de gens sont pour la rente. Il y a beaucoup d'entreprises françaises et d'entrepreneurs français qui adorent la rente. Et nos banquiers adorent la rente parce qu'ils préfèrent financer la rente que le risque. Hein, j'ai 72 ans, je peux vous dire, j'ai de la bouteille, je les vois faire. Et donc, non, la concurrence ne mérite pas les mots angoissants qu'il y a autour. Pour moi, la concurrence, c'est comme le sport, quoi. C'est Décathlon, concurrence Intersport. Intersport, concurrence Décathlon. C'est comme sur le Tour de France. Les équipes sont appelées à donner le meilleur d'eux-mêmes. Décathlon ne fait pas de grandes marques et essaye de compenser l'absence de grandes marques avec des produits techniques, avec des filières, ils ont un vrai savoir-faire. De l'autre côté, Intersport, lui, à défaut de savoir-faire, a les grandes marques, les Nike, les Puma, etc. De cette émulation, le marché français du sport s'en tire pas mal. Vous voyez, c'est pareil pour le bricolage. On a des Leclerc Bricolage, il y a des Jardy, il y a des Truffaut, il y a des boulangers. Ça crée une émulation et elle est saine. Et je pense que sur la plupart des marchés français, le jouet, la parfumerie, il y a assez d'acteurs pour que la concurrence soit saine. Tel n'est pas le cas en amont chez nos industriels. Il faut savoir que dans un grand hypermarché, Carrefour par exemple à Auteuil ou je ne sais pas, à Bourges, dans un magasin comme ça, 45 à 50% des produits pour chiens et chats, animaux, des produits pour la vaisselle, sont le fait de 2 boîtes, Procter et Unilever, j'ai plus le Nestlé et Mars. Et là, il y a très très peu de concurrence. Donc même si nous, distributeurs, nous nous concentrons, on n'est que des petits joueurs par rapport à ces boîtes mondiales. Leclerc représente 1,4% du chiffre d'affaires de Nestlé. Donc quand on leur dit « c'est trop cher, on ne vous prend pas », ok Leclerc, l'année prochaine. Donc nous-mêmes,
malgré les mouvements de concentration ou avec les mouvements de concentration qui sont sur le marché français, on va rechercher des alliances européennes pour être encore plus fort face aux 40 ou 50 multinationales françaises. Le carburant, par exemple, vous m'entendez beaucoup à la télévision parler du prix coûtant, des opérations moins chères sur les carburants, mais nous sommes, pour pouvoir peser, nous sommes associés à Système U. Nous achetons aussi, Leclerc achète aussi de carburant à la SNCF, à la RATP, parce qu'ils ont des bus, vous voyez. Et donc, malgré ça, Total, c'est que 25% de notre approvisionnement. Et ils ne nous filent pas sa remise, vous voyez, malgré la pression du politique. Donc, la grande distribution, on a l'impression qu'elle est puissante, et elle est puissante par rapport aux PME, aux petites entreprises, aux entreprises locales, mais par rapport à l'essentiel de ce qui est transformé et vendu sur le marché français, on est encore des petits joueurs si on n'est pas dans des systèmes d'alliance. Vous êtes peut-être confronté, comme pas mal d'autres entreprises françaises, à des difficultés de recrutement, parfois. Ouais. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à un titre de séjour pour les sans-papiers dans les métiers en tension? Alors, moi, je n'ai pas trop compris les enjeux de fond de la loi sur l'immigration parce que j'étais énervé du jeu politique autour de la loi d'immigration. Donc j'ai fait une sorte de rejet. Je n'ai pas lu les pages de journaux depuis 15 jours. Je ne comprends pas de quoi on parle. J'ai compris que c'était qui vote et qui vote pas. Et ça, j'ai pas apprécié que sur un sujet central de la société, on pliait le débat de société à des querelles partisanes. Donc je ne suis pas à jour des textes qui sont sortis là. Et je rentre de voyage en plus. Dans les journaux étrangers, on ne parle pas de ça parlant de la France. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas un secteur très dépendant de la main-d'œuvre immigrée ou réfugiés. On a des réfugiés. Leclerc a recruté beaucoup de réfugiés ukrainiens, syriens. Alors c'est plus dans les Leclerc de Pologne. Hein. Beaucoup de femmes d'Ukraine ont dû fuir. Les maris ont été obligés de rester au combat. On a recruté beaucoup de femmes. On s'est occupé des enfants aussi, de réfugiés dans les Leclerc polonais. En France aussi, on a envoyé près d'une centaine de camions en Ukraine et on s'est occupé par les associations des enfants notamment. On a très peu de main-d'œuvre immigrée. Notre main-d'œuvre, nous avons nos écoles de formation. On avait 7000 postes à pourvoir en 2023. On les a toutes pourvues. On a fait une journée de recrutement sans CV, job dating, comme ils disent en breton, et ça a super bien marché. Les points de fritement, c'est plus sur des métiers techniques, que ce soit des techniques dans les métiers de bouche, trouver le bon boucher, le poissonnier formé, ça c'est du boulot. C'est probablement à nous de les former aujourd'hui. Il n'y a plus ce compagnonnage, cette transmission des savoir-faire. Et puis il y a tous les nouveaux métiers du digital, du marketing. Où là, moi je suis aussi président d'une école de commerce qui s'appelle Neoma. On n'a pas encore ces plans de formation, ou en tout cas ils sont peu nombreux encore les jeunes disponibles avec la tête bien formée pour faire de la cybersécurité, pour faire de la gestion de sites internet, web community manager, etc. Mais on a quand même embauché 7000 personnes, donc c'est pas mal. Et pour 2024, pardon pour l'autosatisfecit, mais comme tout le monde me dit ce qui ne va pas, je trouve que c'est pas mal. Et en 2024, on est parti sur 3000 postes à pourvoir encore, vous voyez, alors qu'on n'a racheté aucun magasin. Hein. J'avais lu que vous rêviez de devenir journaliste. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai été journaliste. D'accord. Finalement, vous faites de la communication maintenant, beaucoup. Non, c'est par-dessus le marché. En fait, tout le monde me voit à la télé, donc tout le monde me dit je fais de la com. Mais la com, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, je ne suis pas sur les plateaux de télé 5 heures par jour. Je suis pas présent. Je ne veux pas être le Jean-Pierre Pernaut de chaque antenne. Donc aller dans les médias, ça me prend 1 heure ou 2 heures par semaine. J'y vais
avec plaisir, je réponds aux sollicitations, parce que je pense qu'il faut expliquer l'économie, parce que moi-même, ça me structure, mine de rien, ça me conduit à maîtriser mon langage, à essayer de vous convaincre, à parler à vous et pas dans le vide. Ça, c'est très important. C'est ce que ne font pas souvent les hommes politiques. À être attentif à ceux qui écoutent l'émission de radio. Et du coup, en interne, on a 160 000 salariés qui travaillent dans l'enseigne Leclerc. J'apprends dans les médias les mots pour le dire à des gens qui sont sur le carrelage, à la caisse, dans les rayons. C'est très formateur pour moi. Mais mon métier principal, c'est la distribution. Je suis 3e libraire de France. J'anime une équipe. On est premier voyagiste français. On est premier bijoutier français. On réinvestit dans nos magasins. On développe le bio. On travaille sur le plan de décarbonation des centres Leclerc. Les patrons de magasins avaient besoin de moi pour s'auto-convaincre de supprimer tous les millions de catalogues qu'on envoyait à l'aveugle dans les boîtes aux lettres. On a supprimé l'équivalent de 8 fois le poids de la Tour Eiffel. On ne la voit pas de là, mais 8 fois le poids de la Tour Eiffel a été supprimé en papier. Et on travaille sur l'implantation des panneaux solaires sur les centres Leclerc, avec des obligations légales, mais aussi des contextes de marché qui, sur le plan géopolitique, méritent quand même qu'on ne se précipite pas. Passer du gasoil russe aux panneaux solaires chinois, ça mérite quand même qu'on prenne le temps d'étudier la création d'une filière française du solaire. On met des bornes électriques dans les centres Leclerc. Il faut mettre des bornes, mais si les réseaux sur lesquels sont branchées ces bornes ne produisent pas l'électricité nécessaire à nos consommateurs, aux automobilistes qui viennent sur les parkings, ça ne sert à rien de partir en avance. Il faut faire les choses ensemble. Tout mon travail à moi, Michel-Édouard Leclerc, c'est de rassembler des gens, de créer des filières, de poser des questions pour demain, pour les générations futures, et d'aller mettre en place des solutions, des organisations, pour que dès 2030, Leclerc soit dans les pionniers de la décarbonation. Vous voyez qu'on est loin. Si je ne suis pas trop mauvais dans les médias, c'est d'abord parce que je suis sur les sujets dont on parle. J'y suis concrètement. Mais les industriels ont tort de ne pas communiquer, parce qu'on est dans une société française hyper angoissée. Moi, vous venez dans la rue avec moi, les gens viennent me parler de leurs problèmes. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle islamisme pourquoi islamisme c'est négatif alors que christianisme c'est positif? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut manger pas de ça? Pourquoi on nous dit que ça on va devoir payer plus cher? Pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas augmenter nos salaires dans telle filière? Les gens viennent vers moi parce que je passe à la télé, parce qu'il y a une forme de popularité, et ils viennent, et ça m'émeut, ils viennent sans pudeur et avec beaucoup d'émotion me dire leurs conditions de vie et tout. Mais moi je me rends compte que quand on a la réussite pour soi, quand on a une forme de modèle de réussite, on se doit aussi, c'est mon côté chrétien coupable, on se doit d'être disponible aux gens. Et je pense que les grands industriels de chez Danone, de L'Oréal, de Peugeot, de Renault, ils devraient venir à la télévision dire ce qui marche. Parce que ça fait du bien. On voit tout ce qui va changer, mais la société, elle est violente de rupture technologique, elle est violente de gens frustrés, de gens qui ne sauront pas faire, elle est violente aussi de changement de métier ou de mise au chômage trop rapide. Et donc, la thèse complotiste se nourrit de ce que tout ça a l'air d'être organisé, alors que tout ça peut être mieux organisé. Et qu'il y a dans la société française des entrepreneurs, des cadres, hommes ou femmes, qui sont capables d'organiser tout ça, des professeurs qui marchent bien dans les écoles, il y a des écoles qui marchent. Et donc moi je serais pour que beaucoup de citoyens qui marchent bien dans la société, au sens social du terme, viennent s'exprimer. Aujourd'hui on est 4 distributeurs à venir à la télé, Thierry Cotillard d'Intermarché, Dominique Schelcher de Système U, Biérot de Lidl et Alexandre Bompard de Carrefour. C'est plus dur pour Alexandre parce qu'Alexandre et sa femme est ministre, donc il ne peut pas non plus dire trop contre les lois et contre le gouvernement. Mais nous, on vient, on prend des coups, mais au moins on vient. Et je pense que les gens apprécient ça, nos consommateurs, les salariés apprécient qu'on vienne être des repères de trucs qui marchent dans la société française. Ça fait du bien le soir dans les foyers de savoir qu'il y a des boîtes qui marchent et qui recrutent, tu vois. Et ça, je regrette que les industriels se replient derrière le MEDEF ou leurs syndicats patronaux
pour ne pas donner à voir que l'économie française est capable de relever ces défis-là. Moi, je fais des diagnostics quelquefois négatifs, mais je suis très volontariste et très positiviste. Vous pensez que ce divorce là dont vous parlez, le divorce avec les élites françaises, parce que c'est très français? Ouais. En Italie, même les choses sont prises de manière plus joyeusement. Enfin, c'est peut-être pas le mot, mais en Italie, on est beaucoup plus flexible, on est beaucoup plus... le hasard, la nécessité, on fait avec. C'est peut-être un peu de la frime, ça c'est le stéréotype de l'italien, mais non, ça bouge énormément. L'industrie automobile italienne est aussi secouée que l'industrie française. Nous, on parle que de la nôtre, alors que l'industrie italienne, elle arrive à continuer à faire ses Formule 1 et ses grosses bagnoles, et en même temps, ses scooters, elle a une capacité d'adaptation extraordinaire dans la mode, dans le textile. Les Italiens sont forts. Toujours dans le domaine audiovisuel, ils font des séries comme les Espagnols, comme les Portugais. Ils ont un appétit d'être du monde de demain qui est formidable. Dans le monde anglo-saxon, c'est un esprit plus protestant, donc on fait moins d'auto-analyse, moins d'autocritique. Ça donne des mégalos genre Elon Musk, etc. Mais ce sont des moteurs. De toute façon, il ne faut pas nécroser l'ego, il faut que chacun soit fier de ce qu'il fait, quel que soit le niveau auquel il participe à l'activité économique. Oui, la France, c'est un pays qui se replie beaucoup sur soi. Le grand, je veux dire une connerie à la fin, mais un joke, mais le grand philosophe qui porte la responsabilité de tout ça, c'est Uderzo. Uderzo qui a fait croire qu'on a résisté aux Romains, qu'on s'est mis derrière des murs de granit et qu'on est resté les plus forts avec une petite potion secrète et qu'on est capable d'aller taper les Égyptiens, les Romains, les Africains et les Visigoths juste en restant derrière nos lignes Maginot. Oh, cher Uderzo, là tu as vraiment dit une connerie. Ouais. Tout est de la faute d'Astérix. Tout est de la faute d'Uderzo et Goscinny.